la parole à Claudine Drolet, notre partenaire au projet Vivace chez le DigiHub, qui va nous présenter comment bien gérer un projet numérique, si je me souviens bien. Ben voilà. Merci, Léonie. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis donc Claudine Drolet, je suis coordonnatrice des pôles culturels au DigiHub à Shawinigan. Donc, avec les collègues de Zéro Heure Numérique en Estrie, on est fiers représentants de région du Québec aujourd'hui. Et vous en êtes peut-être parmi vous aussi. Euh, je vais mettre la présentation en plein écran. Je vais voir si je vois les questions apparaître, mais si jamais il y a des questions, là, faites-moi signe en cours de route. Là, on est là pour avoir un dialogue, que ce soit fluide. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de présentation. Donc, sans plus attendre, je vous partage mon écran. Vous devriez voir ma présentation à l'écran. Ça fonctionne bien? Parfait. Donc, effectivement, Vivace, l'art de simplifier le virage numérique, qui est ce beau programme de soutien financier pour votre transformation numérique au secteur culturel. Aujourd'hui, on va s'attarder à bien gérer et préparer son projet numérique. D'entrée de jeu, j'avais envie de vous parler un petit peu de qui on est là, pour que vous puissiez nous situer. Donc, vous voyez ce magnifique bâtiment industriel. On est situé au deuxième étage de ce bâtiment à Shawinigan. On est un incubateur accélérateur d'entreprises numériques qui regroupe à peu près une quarantaine de startups de différents niveaux de maturité. Fait qu'on a de l'accompagnement. Vous voyez, on a des locaux, hein, c'est grand. Donc, des startups qui peuvent avoir leur local d'entreprise ici. On a un grand espace de coworking qui est gratuit. Donc, si jamais vous êtes de passage dans la région, vous cherchez un pied à terre pour faire du télétravail, vous pouvez venir vous installer chez nous. C'est gratuit, le Wi-Fi aussi. Hey, on a un pôle d'expertise en patrimoine, muséologie numérique, culture et tourisme qui explique un petit peu là, notre partenariat dans le projet Vivace. Donc, beaucoup de partenariats avec la communauté, de l'incubation virtuelle. On a un super Fab Lab. On travaille avec les écoles aussi. Présentement, on travaille aussi un projet lié au pôle d'expertise en convergence technologique. Donc, tout ce qui implique blockchain, intelligence artificielle, etc., qui est plus dans la cour de mes collègues. Moi, je m'attarde vraiment au niveau de la culture et des partenariats internationaux. Donc, voilà qui on est au DGHub. Et au pôle d'expertise, on fait de l'accompagnement, de la formation, des projets de laboratoire vivant, de la réalisation de projets numériques, surtout des projets de médiation. Puis vous allez voir dans ma présentation, j'ai quand même mis l'accent sur ce qui est notre expertise, mais je donne différents exemples plus larges que de la médiation. On a plusieurs partenariats en francophonie canadienne et internationale aussi. Et ça, c'est la représentativité de nos expertises avec nos entreprises qui font partie du pôle. Il y en a une douzaine présentement. Le numérique, attaquons-nous au sujet du jour. Le numérique, comment l'approcher efficacement, comment bien gérer son projet numérique. La grande question qu'on se pose souvent là, quand on parle de numérique, là, parce que ça peut faire facilement gadget, hein. Donc, comment on fait en sorte que le numérique, on l'utilise pour que ce soit utile et non que ce soit gadget? Bien, il faut se poser les bonnes questions, il faut choisir le bon projet et finalement, il faut choisir la bonne technologie dans cet ordre. Et c'est un peu l'analyse qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, étape préalable au projet. Oui, on veut faire du numérique. Oui, 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 c'est super. Mais quoi? Mais quoi? Ça va dépendre de nos besoins. Donc, quels sont vos besoins par rapport au numérique? En fait, vos besoins, même pas par rapport au numérique, vos besoins tout court. Je veux mieux rejoindre ma clientèle, je veux faciliter ma gestion, je veux faire découvrir le patrimoine de mon organisation si on est dans le volet patrimoine muséal. Je veux attirer des visiteurs, je veux attirer des clients, je veux créer une expérience. C'est quoi mon objectif? Mon besoin finalement. Puis les objectifs, qui a certaines similarités, mais on est plus dans l'action. Donc, augmenter l'achalandage, réduire le temps de gestion, résoudre un enjeu de main-d'œuvre, améliorer ma stratégie de données, mieux faire connaître le contenu de mon organisme là, au niveau de la médiation. Donc, toutes ces questions-là, là, c'est vraiment à quoi on réfléchit. Avant même de réfléchir à dire on veut faire de la technologie, c'est quoi nos besoins, nos objectifs? Et tout ça va nous permettre d'identifier le type de projet qui est pertinent. Donc, si on parle de données ou de rejoindre la clientèle, on va réfléchir en termes de CRM, de référencement, on va réfléchir en termes de site web, de campagne de promotion, de stratégie de données. Si on veut y aller vers la médiation, un parcours ludique, une installation immersive, là, ce sont des exemples, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Mais l'idée, c'est de
de s'assurer que notre projet va correspondre d'abord et avant tout aux besoins et aux objectifs qu'on a. Je voyais quelqu'un dans le chat qui dit qu'il y a une vilaine grippe. Moi, j'ai un petit rhume, ça va très bien, mais je dois parfois m'interrompre, donc vous m'excuserez au fil de la présentation, car je vais manquer de voix, peut-être. Une autre question qu'on oublie parfois, hein. Quelle est la capacité de notre organisme et les enjeux de notre site? Je vais caricaturer, là, mais parfois, il y a des gens qui m'arrivent qui veulent faire un gros Moment Factory là, dans leur projet, mais ils ont un seul directeur général et c'est la seule ressource de l'organisation. C'est un gros projet à gérer, là. Donc, en termes de taille de l'organisme, les ressources disponibles pour gérer le projet au quotidien, même si on fait affaire avec des fournisseurs externes, ça prend quand même des règles assez solides là, pour ce type de projet-là. Euh, je vois encore un petit drapeau rouge dans le chat, hein? OK, parfait. Est-ce que c'était correct pour la personne qui essaie d'entrer dans la conférence, Léonie? Dans le chat, il y a quelqu'un qui a écrit qu'il y avait quelqu'un en attente. Ouais. Ben, présentement, je vois personne Oui, dans... c'est bon, j'ai pu rejoindre. Merci. Ah, Ah, merveilleux, parfait. On est à jour. Donc, euh, la capacité que vous avez à soutenir le programme, le projet à long terme, financièrement, en termes de ressources humaines aussi. Les connaissances techniques de votre équipe, de votre capacité d'apprentissage aussi, hein, quand on veut développer un nouveau projet, ça fait partie de ça. Est-ce qu'il y a des enjeux techniques sur le site? Si vous opérez un site, bien entendu, là, si votre organisme opère un site, si vous n'avez pas de Wi-Fi, pas de réseau, ben, on va peut-être faire des choix différents au niveau technologique. Si c'est un bâtiment patrimonial, si on parle d'installation immersive, ben, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire. Un site extérieur, il y a d'autres enjeux. Là, on parle de projets de médiation dans ce cas-ci, mais il y a des enjeux liés à votre contexte physique aussi, peu importe le projet. Les étapes préalables au projet, bien, réfléchir en amont à tout ce que vous avez qui s'en vient, là. Donc, utilisez les programmes d'accompagnement pour définir votre plan d'action numérique, bien définir vos projets. Et Vivace est un bon programme pour ça. Virage numérique aussi, qui est opéré par Événement Attraction Québec, dépendamment où vous êtes admissible. Le PRTNT pour le volet On commence touristique. après. Enfin, je sais pas parce que et elle avait l'air de dire que ça serait pas trop long. Est-ce que vous aviez une question, Madame Auclair? je l'ai muté. OK, parfait. C'est bon. Excellent. Moi, ce que je suggère, là, c'est que ces programmes-là d'accompagnement, c'est vraiment des beaux outils pour vous faire une tête sur l'ampleur de vos besoins, vos objectifs, les opportunités de transformation numérique qui s'offrent à vous pour vraiment répondre à vos enjeux. Et ça va vous permettre de prioriser en fonction de votre planification stratégique, votre plan d'affaires aussi, les développements que vous souhaitez faire. Et ça va vous permettre de faciliter l'obtention de financement puis de saisir ces occasions de financement. Si votre projet est déjà clair dans votre tête, quand il arrive un programme de financement, vous avez 3 semaines pour déposer, ben ça aide. Ça, vous avez déjà des choses en place, vous avez déjà des outils, puis il y a une cohérence avec toute votre planification, puis ça fait en sorte que la mise en place du projet aussi est plus facile. Donc, ça maximise votre chance d'obtention de financement, ça facilite votre dépôt de demande de financement, puis ça maximise vos chances de réalisation et de succès dans vos projets. Quand on parle de projet de médiation ou d'attractivité, là, vous me dites, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vais le remettre souvent sur la table. Médiation d'attractivité des projets qui sont un peu plus dans le type de projet que nous, on fait. Parmi les questions qu'on va se poser, c'est quel type de contenu je veux diffuser? Quelles émotions je veux faire vivre à mes visiteurs? C'est quoi le message que je veux transmettre? Est-ce qu'on parle d'informations sur des personnages, des faits historiques, des informations scientifiques, une expérience artistique? Des réflexions sur est-ce qu'on veut y aller vers une réflexion, des émotions fortes, un jeu, quelque chose qui est plus ludique? Est-ce qu'on a un message écologique, une réflexion philosophique, artistique, de la commémoration, etc.? Je donne un exemple là, caricaturel à l'extrême, là, mais au musée de l'Holocauste, là, je n'irai pas avec un parcours de jeu ludique. C'est pas super approprié avec le thème. Donc, c'est important de se poser ces questions-là
au sujet du message qu'on veut transmettre, aux émotions, au type d'expérience, quel est l'organisme, puis notre mission aussi. Une fois qu'on a posé toutes ces questions-là, ben là, c'est là qu'on peut réfléchir à l'approche numérique. Vous voyez, là, il y a vraiment un travail en amont à faire au niveau de nos objectifs puis nos besoins avant de dire, ben, avant de dire je vais mettre un CRM, mais peut-être qu'au final, ça va être ça, mais il faut quand même réfléchir pour s'assurer que c'est le bon outil. Donc, les besoins et objectifs vont nous aider à identifier le type de projet. Donc, est-ce que c'est justement un CRM, un parcours ludique, une stratégie de données? Notre capacité, nos enjeux techniques, le message qu'on veut souhaiter va nous permettre d'identifier les options technologiques. Donc, autrement dit, si on veut faire une installation immersive, ben, selon notre capacité, nos enjeux techniques, le message qu'on veut véhiculer, ben, on va peut-être utiliser davantage la réalité virtuelle ou des projections parce que ça s'y prête mieux. Donc, c'est vraiment, les questionnements nous mènent à faire ces choix-là. Dans les projets de médiation numérique, il y a vraiment beaucoup de types d'approches. On a autant des parcours ludiques avec des quiz, des parcours audio guidés, des parcours informatifs, des cartes interactives, des expériences immersives. Là, c'est un terme qui est galvaudé, là, mais il y a plusieurs approches en ce sens-là, que ce soit des projections, que ce soit des pièces avec de l'environnement sonore, olfactif, des œuvres d'art numérique, des parcours de jeu. Donc, il y a vraiment beaucoup d'approches quand on parle de médiation qui peuvent être utilisées, d'où l'importance de se poser des questions en amont avant d'y aller avec une solution. Donc, ces bonnes questions-là, elles sont ici parmi les autres questions qu'on peut se poser pour les choix technologiques. Donc, un outil simple d'utilisation pour le visiteur, mais aussi pour le gestionnaire. Si vous voulez gérer le projet à l'interne une fois qu'il est implanté, il faut que ce soit facile. Il ne faut pas que ce soit de la programmation high-tech. Puis votre visiteur, si voulez que ce soit utilisé, il faut que ce soit facile d'utilisation. Le meilleur vecteur, c'est quoi le meilleur vecteur pour transmettre votre message et votre contenu? C'est qui votre client? Comment il utilise le numérique? Si vous avez une clientèle plus âgée ou plus techno, on va s'ajuster autrement, puis on va présenter les choses différemment. Les capacités budgétaires, on a beau pouvoir aller chercher des subventions, il faut tout de même être capable d'assumer une partie des budgets et surtout de maintenir le projet au niveau de l'entretien par la suite. Les capacités de gestion de l'équipe, puis les enjeux du site, là encore, je reviens avec cette question-là, mais elle est importante pour certains types de projets. Des exemples de projets que nous, on a réalisés ici, c'est un parcours audio avec des codes QR à l'Hôpital général de Québec. J'aime bien cet exemple-là parce que là, on comprend tout le sens d'enjeu d'équipe et du site. Donc, c'est un projet qu'on a fait pour les Augustines de l'Hôpital général de Québec. Le site historique est absolument magnifique, mais ça sert aujourd'hui de CHSLD de résidence. Donc, on comprend que faire un parcours immersif dans un CHSLD, c'est pas génial. Et vous voyez la belle clôture derrière notre panneau d'interprétation, c'est le cimetière de la gare de la Conquête, où se trouve entre autres la tombe de Montcalm. Donc, site historique ultra protégé, on ne peut pas travailler n'importe comment là-dedans. Il y a un stationnement sur place. Les approches étaient vraiment limitées au niveau de l'interprétation. C'est pour ça qu'on est avec quelque chose qui peut sembler standard, mais on s'est amusé au niveau du contenu à créer des capsules avec des personnages historiques qui ont habité le lieu puis qui racontent l'époque pendant laquelle ils y ont vécu pour partager cette histoire-là qui est vraiment très, très riche parce qu'on avait un enjeu de titre, parce qu'on avait un enjeu de capacité de l'organisation. Ils n'ont pas nécessairement de ressources sur place. On avait un besoin de transmettre l'information historique sur le site et un enjeu au niveau de la pérennité aussi, dans le sens qu'il faut que ce soit, les budgets étaient limités, puis les budgets d'entretien aussi. Donc, on a opté pour une solution comme ça qui fonctionne très bien et qui donne un très beau résultat. Une carte interactive, dans ce cas-ci, c'est la route de la Nouvelle-France. Là, on est plus dans des projets semi-touristiques, mais il y a un volet culturel assez important aussi. L'enjeu ici, c'est qu'on a une route de 50 km qui est la route de la Nouvelle-France, donc construite à l'époque de Monseigneur de Laval. Vous imaginez une route très étroite, les maisons sont collées sur la route, il y a peu de lieux d'arrêt, mais il y a un patrimoine bâti qui est super riche sur cette route-là. Donc, comment on le rend accessible aux gens, comment on fait connaître ce patrimoine-là, comment on invite les gens à venir visiter et à avoir accès à des informations. Bon, il est allé avec une carte interactive avec des jalons
où les gens pouvaient, on sait que les gens s'arrêtent, par exemple, à la basilique, à Sainte-Anne-de-Beaupré, évidemment, à certains lieux comme ça. Et donc, on a utilisé ces lieux-là avec de l'affichage, des codes QR qui menaient à cette carte-là, avec des balados avec des personnages historiques aussi. Dans ce cas-ci, ça s'y prêtait bien. Donc, d'avoir une mixité d'outils qui viennent chercher différents types de profils. Puis encore là, c'est quelque chose qui ne demande pas de personnel sur place une fois que c'est implanté. Demande peu de maintien à long terme. Là, c'est une application web. Donc, une fois que c'est en ligne, c'est un site web, mais il peut y avoir des mises à jour qui sont faites. Donc, ça aussi, c'est modulable. Ça fait partie des questionnements qu'on se pose au niveau des objectifs. Est-ce qu'on veut rajouter du contenu par la suite? Est-ce que ça veut être fixe? Est-ce que ça doit être fixe? Donc, ça fait partie des questionnements qu'on a qui nous mènent à ce type de solution. Des installations immersives et réalité augmentée. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai fait ce magnifique projet au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ça aurait été bien. Bref, cette installation-là mélange projection, son et odeur. Donc, c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour des projets artistiques, mais qui demande quand même du temps, du travail. Réalité augmentée plus bas qu'on voit là, qui permet une mise en action, si on veut, là, on peut enfin comprendre dans ce cas-ci la baleine, la structure de la baleine, on a les ossements, de quoi ça a l'air. Donc, notre objectif, c'est de faire comprendre aux visiteurs, peut-être lui donner de l'information sur l'animal qui est en face de lui, avoir quelque chose qui est un peu ludique. Là, dans ce cas-ci, là, on s'entend que c'est très chouette. Là. J'imagine une clientèle famille, ça doit très, très bien fonctionner, ce type d'outil-là. Des projections, on est un peu dans la même lignée que ce qu'on avait tout à l'heure, en haut ici. Là, on est vraiment juste dans la projection. Et là, on a une activité de sensibilisation hein, au niveau, là, dans ce cas-ci, de l'environnement, mais on pourrait travailler sur une autre thématique de cette façon-là. Il y a des expériences artistiques, on en a vu plusieurs sous forme de projection et de mapping là, ces dernières années qui sont vraiment intéressantes. Mais encore là, c'est quand même des projets qui sont plus coûteux que d'autres. Œuvre d'art numérique aussi, avec l'interactivité, c'est intéressant. Est-ce que j'entends une question? Non? OK, j'avais l'impression d'entendre une question. Parfait. N'hésitez pas à m'interrompre. Je peux parler vite parfois. Choix technologiques. Justement, quand on arrive à ces choix technologiques-là, il y a plusieurs options, mais quelles questions je dois me poser? Donc, on a nos objectifs, on a ciblé nos besoins, on a orienté un petit peu là, nos enjeux de site, nos enjeux de capacité. Mais il y a parfois plusieurs outils technologiques qui peuvent nous permettre de réaliser le même projet. Donc, c'est de réfléchir à, bon, j'ai telle avenue, par exemple, je pourrais faire ce projet-là avec la réalité virtuelle, avec la réalité augmentée, ou avec tel autre type d'outil. Mais quel est le meilleur de ces outils-là pour mon organisme? Si j'ai besoin d'un CRM, là, après tout mon questionnement, j'arrive à la solution, j'ai besoin d'un CRM. Est-ce que je dois utiliser un outil sur mesure ou un CRM en ligne déjà existant, libre, gratuit? Il y a toutes sortes d'options pour les OBNL. Quels sont les plus et les moins de chacun? Mais là, c'est toujours de voir quels sont nos besoins, quelle est l'option qui coche le plus de cases, qui va être le plus facile de gestion, puis la plus abordable pour nous. Parcours ludique ou expérience immersive, ben, mon objectif peut être atteint avec un parcours audio, on a vu avec les Augustines de Québec, une expérience de projection, de la réalité virtuelle, il y a vraiment plusieurs options. Mais c'est quoi les plus et les moins de chacun? C'est quoi ma réalité budgétaire, ma capacité d'organisme par rapport à tout ça? Donc, on revient toujours à ces enjeux-là de base pour s'assurer d'avoir le bon choix technologique. Dans les bonnes pratiques, quand on fait ces choix-là, ben, c'est prioriser justement ses besoins. Avoir recours à un consultant externe, je le martèle, là, mais le programme Viva, c'est vraiment intéressant pour ça, pour un petit peu faire les meilleurs choix pour notre organisation, que ce soit au niveau des outils de gestion, des stratégies de données, des projets de médiation, peu importe votre projet, je pense que c'est vraiment une clé de se faire accompagner et d'avoir ce pas de recul-là. Comparer les options en gardant toujours en tête ces fameuses questions préliminaires, besoins, objectifs, capacité budgétaire, capacité de gestion de l'équipe. C'est vraiment les enjeux du site. C'est vraiment des questions importantes à se poser. Ah, la gestion des coûts, notre gros morceau.
La question à 100 pièces, combien ça coûte? Des fois, c'est plus que ça, hein? Donc, déterminer le type de projet, déterminer ses besoins. Mais là, ça te permet de mieux cerner l'ampleur budgétaire. Fait que là, on va déterminer qu'on veut un CRM, on a besoin de ça, ça, ça. Les options technologiques qui s'ouvrent à nous, c'est ça. Mais là, c'est encore plus facile. Là. Plus on reste à notre entonnoir, plus on a une meilleure idée là, des coûts que ça peut représenter. C'est sûr que certains outils de gestion, c'est plus facile de quantifier qu'un projet plus créatif, mais reste qu'on est quand même capable, une fois qu'on a cerné le type de technologie, d'avoir une idée des coûts que ça peut représenter. Et bien sûr, ça nous permet de déterminer les coûts. C'est super important pour aller chercher le financement, évidemment. Donc, une des manières, c'est effectivement le programme d'accompagnement Vivace, Événements Attraction Québec, PRTNT. Tous ces programmes d'accompagnement-là sont vraiment. Le Conseil des arts du Canada aussi a eu des beaux programmes d'accompagnement aussi, qui sont vraiment des clés pour se faire une tête sur l'ampleur, sur les possibilités puis sur notre plan d'action. Et ça, dans ce programme-là, ça vous permet d'identifier les budgets nécessaires à la réalisation. On peut même accompagner là, dans le choix des firmes compétentes, des fois dans l'analyse des dossiers qui sont reçus. On peut demander des références à des partenaires, à des gens avec qui vous travaillez, qui ont des réalités similaires à la vôtre, qui ont implanté des projets similaires. On en a vu d'ailleurs là, dans Vivace des gens qui avaient des questionnements puis qui étaient référés par des collègues pour certains types de projets, mais ça peut être vraiment des belles avenues aussi. Cibler des firmes qui offrent ce service, demander des offres de services. Ce processus-là peut fonctionner, mais peut être plus simple si votre projet peut être plus complexe, pardon, si votre projet n'est pas défini. Puis ça crée aussi des attentes. Donc, vous avez des choses à gérer, mais évidemment, moi, j'invite toujours les gens à comparer plusieurs offres de services, mais avant, c'est plus dans la deuxième phase que plutôt que pour déterminer les coûts, là, que c'est préférable de le faire en deuxième phase. Options de financement, bien, il y en a plusieurs. Ça dépend vraiment de la nature du projet, du type d'organisme. Évidemment, Vivace en est un. Le Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada. Si vous avez un volet un peu plus patrimonial là, ou un peu plus muséal, patrimoine canadien, musée virtuel du Canada, dépendamment de votre type de projet aussi, on y pense pas toujours, mais développement durable, DEC, il y a des choses à aller chercher là, financement provincial, municipal, il y a plein de programmes. Donc, définir tous vos projets, vos objectifs, ça va vous permettre de voir quelles sont les opportunités de financement aussi et d'analyser ces demandes. Choisir le bon prestataire de service, c'est une des clés du succès d'avoir le bon partenaire avec nous pour réaliser ce projet-là. C'est pas toujours simple de choisir la bonne personne, surtout quand on ne connaît pas la technologie, puis c'est des choses nouvelles pour nous. Mais quand notre projet est bien défini, nos besoins sont définis, ben les offres de services que vous allez recevoir vont être plus adéquates pour votre projet. Quand votre projet est vague et que c'est pas clair, vous allez recevoir des offres de services qui sont beaucoup plus larges, qui vont être un peu floues aussi, puis ça va être plus difficile de faire un choix puis de s'assurer qu'on part sur des meilleures bases. Donc, je répète, les étapes de planification sont vraiment importantes pour arriver à une réalisation qui est fluide. Des petits trucs pour choisir votre bon fournisseur de services, ben, se poser les bonnes questions. Démonstration de l'expérience de la firme, hein. C'est des questions que vous pouvez demander dans votre appel d'offres. Quand vous demandez des offres de services, on veut avoir des projets. C'est quoi votre expertise? C'est quoi votre expérience? Parlez-nous de ça. Donc, ça va vraiment vous outiller à savoir s'ils ont une feuille de route qui est intéressante. Leur demander un ou deux projets similaires. Quel type de projet vous avez réalisé qui ressemble à ce dont on a besoin? Un ou deux, là, vous n'avez pas besoin de leur faire travailler une liste infinie. De toute façon, même s'ils en ont fait un seul, s'il est bien fait, ça peut être intéressant. Et là, j'ai ajouté les validés. Je vais vous donner un cas vécu d'une firme qui me disait: Ah, on a fait tel projet avec la Ville de Québec, c'est vraiment le fun. Puis quand tu creusais un petit peu, tu allais voir sur le site de la Ville, c'était un projet pilote qui n'avait pas été reconduit parce que ça avait très mal fonctionné. Donc, c'est important d'aller valider ces informations-là. L'expérience de la firme avec le milieu culturel, dans votre cas, j'ajoute toujours touristique parce que parfois les gens avec qui je parle se situent des deux côtés. Mais des organismes ou des fournisseurs qui sont habitués de travailler de la façon dont vous travaillez, ça va être vraiment facilitant pour vous pour gérer les projets.
Dans l'offre de service aussi, de voir qu'il y a un temps accordé à la planification, à l'adaptation qui est prévu par le fournisseur. Ça démontre qu'ils sont conscients qu'en début de projet, il y a toujours des ajustements par rapport à ce qui est demandé. C'est important de le statuer en début de projet. Puis, ça démontre aussi que vous allez avoir un fournisseur qui va être à l'écoute de vos besoins puis qui va travailler avec vous et qui va vous juste fournir ce qui pense être bon pour vous. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant de regarder ces points-là. Si vous avez travaillé avec un consultant, vous avez estimé des budgets potentiels pour la réalisation de votre projet, si les offres que vous recevez devraient, en principe, tourner autour de la fourchette de ce qui avait été prévu. Ça se peut que ce soit un peu plus élevé, ça se peut que ce soit un peu plus bas. Mais si les disparités sont trop grandes dans un sens comme dans l'autre, ben là, il faut se poser des questions. Soit il y en a qui ont mal saisi votre besoin puis qui ont mis des montants beaucoup plus élevés ou inversement. Ou un fournisseur qui met des prix très bas, ça ne veut pas dire qu'il va être capable de livrer tout ce qui est prévu au mandat. Fait qu'il faut quand même quand c'est très, très disparate, très éloigné de ce qui avait été prévu, il faut quand même avoir une petite réflexion par rapport à ça. Et en dernier, ce que je mets aussi, puis c'est important de le réfléchir, c'est la philosophie, la vision de collaboration de l'entreprise avec qui vous échangez. Le fit de collaboration, ça va faire toute la différence parce que si vous entendez moyennement avec votre fournisseur de services, c'est pas le fun. Donc, plus le fit est bon, plus ils comprennent votre réalité, plus on voit qu'ils sont dans un mode d'adaptation et qu'ils ont bien cerné votre projet, plus ça va être une collaboration qui va être agréable. La gestion du projet, c'est sûr qu'on engage un fournisseur externe, mais quand même, on a du travail à faire dans notre équipe quand même. Donc, on a un plan qui est prêt, un financement qui a été attaché, un fournisseur qui a été trouvé. OK, mais là, il faut partir sur des bonnes bases. Fait qu'on révise tout ça. On a un échéancier sans doute qui a été proposé par notre fournisseur, mais on est au démarrage de projet. Fait qu'on revise tout échéancier, budget, s'assurer qu'on a bien compris nos objectifs, nos besoins. C'est vraiment la bonne stratégie. Puis surtout, on établit une méthode de suivi qui va être efficace de communication avec notre fournisseur, que ce soit des rencontres ponctuelles ou 2, 3 semaines selon le type de projet que vous avez besoin, des méthodes de validation, des méthodes de communication. Est-ce que c'est par courriel? Est-ce que ça a besoin d'être plus intense? Bref, toutes sortes de façons de fonctionner, mais on l'établit d'entrée de jeu avec notre fournisseur. Il faut prévoir aussi, hein, on a beau avoir une super collaboration avec un fournisseur incroyable, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe, en gestion interne, qui soit un peu la personne ressource de ce fournisseur-là, qui va avoir des questions par rapport à est-ce que vous avez besoin de telle chose, est-ce que par rapport au projet, donc pour qu'il va avoir besoin de validation. Il faut qu'il y ait une structure aussi de gouvernance qui soit en place pour que la personne ressource ait la légitimité pour donner les réponses aux fournisseurs pour prendre des décisions par rapport à ça. Je vois un petit point dans le chat. Est-ce qu'il y a une question? Non, c'était pas une question. Quelqu'un qui devait quitter. Parfait. Merci. Parfait. Donc, de prévoir cette personne-là qui va être capable de répondre aux questions des fournisseurs, puis qui va avoir la légitimité pour prendre certaines décisions. Donc, il faut prévoir des suivis réguliers avec ce fournisseur-là, des validations fréquentes aussi pour s'assurer que ça avance bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a rien de pire que de ne pas poser une question, même si ça vous semble anodin, il faut vraiment poser vos questions. Des fois, ça permet de clarifier des choses. Des fois, ça fait juste vous rassurer, même si c'était clair. C'est vraiment important. Euh, Ça peut être une option aussi d'avoir un gestionnaire de projet externe à l'équipe, mais qui est neutre par rapport au fournisseur, qui vous aiderait à faciliter la compréhension de certaines notions. Ça peut être des options aussi, dépendamment de la taille de votre équipe. Du rodage, l'implantation, c'est super pertinent de prendre le temps, là. Un projet qu'on précipite trop, c'est pas gagnant. Fait qu'on on va falloir qu'il y ait une phase d'adaptation, peu importe le type de projet, une phase d'implantation aussi, donc il faut le prévoir. La formation, l'accompagnement aussi de l'équipe pour s'approprier ce projet-là ou ces outils, c'est vraiment essentiel pour garantir le succès d'une initiative de transformation numérique.
Puis ensuite de ça, il faut le faire vivre, notre projet, surtout si c'est un projet de médiation. On s'entend que faire la promotion de votre nouvel outil de gestion interne n'est pas nécessairement pertinent. Mais si vous avez un projet de médiation, un projet qui est destiné à attirer une clientèle, un nouveau site web, il faut réfléchir à une stratégie de rayonnement avec plusieurs vecteurs qui vont être adaptés à votre clientèle. Il faut prévoir aussi un budget possible soit pour une firme externe de stratégie marketing, soit pour l'achat de publicité, peu importe, mais il faut le prévoir quand on fait nos demandes de financement aussi. Et ça, je dois dire que c'est mon talon d'Achille personnel, de documenter notre processus si on a besoin pour un usage promotionnel futur, documenter des témoignages de gens qui ont essayé notre nouvel outil ou peu importe, du visuel. C'est sûr que ça dépend de l'ampleur du projet, mais c'est vraiment des choses qu'on a tendance à oublier, moi, la première, mais qui, après, elles sont super utiles dans des stratégies marketing. Faire évoluer le projet, j'aime bien mon petit monarque quand même. C'est vraiment chouette. Mais ça explique bien un petit peu cette réflexion-là derrière parce qu'on le sait, le numérique, ça change constamment, ça bouge beaucoup. Ça dure pas. Je suis désolée de vous annoncer que ça ne dure pas. Donc, on a beau faire un super projet, on sait que dans 5 ans, notre ordinateur va falloir le changer. Tel logiciel, il ne sera plus à jour. Telle chose. Donc, le numérique, il faut prévoir un projet qui va être évolutif, un site web qui va être adaptatif pour des besoins futurs, qu'on va pouvoir ajouter des choses, un parcours qu'on pourrait bonifier, mettre à jour, des équipements qui ont une durée de vie un peu plus longue, qui sont capables d'être adaptés. Donc, c'est une réflexion qu'on doit faire quand on choisit un projet. Mais on peut aussi réfléchir à un déploiement par phase pour un projet de médiation, par exemple. Ça, c'est intéressant. Ou même pour un site web. C'est utile pour la planification budgétaire, hein. Ça fait des moins gros morceaux à absorber financièrement pour l'organisme, mais ça peut aussi être un beau levier de marketing. Par exemple, cette année, on fait un parcours X, puis l'année prochaine, on rajoute telle chose. Ça peut être des beaux leviers marketing aussi. Il faut prévoir dans notre planification budgétaire que dans 5 ans, pour acheter un nouvel ordinateur, même chose pour nos outils numériques plus larges ou pour tous les projets qu'on met en place, de le réfléchir dans la durée de vie, de dire, dans 5 ans, il va falloir prévoir nos demandes de financement, il va falloir ajouter telle chose, il va falloir modifier ça. Donc, prévoir qu'on va avoir ces besoins budgétaires-là pour l'entretien, les modifications, etc. Je le répète, la formation des équipes à la fois pour utiliser les outils, mais pour les projets plus à destination des clientèles, faire rayonner le projet à l'interne, puis auprès des visiteurs. Si vos employés, vos bénévoles, hein, des fois c'est vos bénévoles aussi, maîtrisent et s'approprient le projet, ils vont être vos meilleurs ambassadeurs. Donc, c'est vraiment important de les mettre au cœur de la démarche. Faire des choix au niveau des solutions, hein, je le parlais des projets plus durables, des outils qui sont plus stables, des licences d'outils qui se mettent à jour automatique, donc c'est facilitant au niveau des applications web, par exemple. Donc, ça fait partie des réflexions qui sont à privilégier quand on implante un projet numérique, surtout si on veut qu'il dure dans le temps. Les conditions d'un projet réussi, la technologie adéquate pour le bon projet, je ne le répéterai jamais assez, c'est d'avoir le bon projet pour votre organisme pour s'assurer que ce ne soit pas gadget. Le nombre de fois que les gens m'arrivent en voulant mettre des hologrammes dans leur organisme, c'est quoi ton besoin? C'est quoi ton objectif? Ouais, mais c'est cool un hologramme? Oui, mais qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? C'est quoi ton projet? Ça coûte un certain coût? Est-ce que c'est pertinent? Donc, de se poser ces questions-là avant de choisir la technologie, avoir des attentes réalistes par rapport à la technologie puis par rapport au budget qu'on peut avoir, hein, on le sait, ça peut coûter cher. Il y a des belles choses qu'on peut faire à moindre coût, mais il faut parfois moduler nos attentes, surtout quand on parle de projets immersifs. Y aller par étapes peut nous permettre d'atteindre un projet qui est de plus grande envergure, mais qui soit plus digeste au niveau de l'équipe en termes de gestion, puis au niveau financier aussi. Bien évaluer la capacité de l'équipe selon la taille de votre organisme, les compétences de vos gens autour de la table, identifier le bon projet pour répondre à vos objectifs, vos enjeux, et donc par la suite identifier la bonne technologie, avoir le bon fournisseur au niveau de la compétence, de l'approche de collaboration, planifier son budget adéquatement et prévoir la suite. C'est vraiment un beau résumé là, de ce que je vous ai présenté cet après-midi.
on serait rendu à notre période des questions.